passer maintenant à la gestion de projet. Alors, pour gérer un projet, il faut d'abord composer une équipe de projet. Qu'est-ce qui est important de prendre comme critère pour composer une équipe de projet? Vous auriez à composer une équipe de projet, comment vous choisissez les gens qui vont composer votre équipe? Avec des compétences différentes? Oui, avec des compétences différentes et plutôt complémentaires, effectivement. Une entente, quand même. Oui. Qu'il y ait une entente, quand même. Alors, c'est mieux s'ils ont en fait l'habitude de travailler ensemble. Ceci dit, ça c'est le cas idéal, et en entreprise, c'est très rare. C'est mieux s'ils ont l'habitude de travailler ensemble, s'ils fonctionnent bien ensemble, s'ils comprennent bien, etc. C'est pas forcément, les entreprises n'ont pas forcément être favorables à ce que ce soit des gens qui ont des affinités ensemble. Quand on a des activités ensemble, on aura peut-être tendance à avoir d'autres activités que le travail et d'autres conversations que le travail. Donc il faut avoir une expérience de travail en commun, savoir bien travailler en commun, avoir des affinités, ce n'est pas forcément toujours positif. Quoi d'autre? Alors c'est vrai, dans l'idéal, il vaut mieux que les gens soient volontaires pour aller travailler sur ce projet-là, qu'il leur plaise. Là aussi, c'est l'idéal et c'est fait quand on peut. Hein. Donc effectivement, des compétences et des expériences en relation avec les besoins qu'on a, des personnalités compatibles et complémentaires, pas des gens qui ont tendance à être toujours en conflit, idéalement, qui aient l'expérience du travail en commun, faire entrer des nouveaux venus aussi. Hein. Mélanger des gens qui sont très expérimentés avec des gens qui le sont moins, d'une part pour former ceux qui le sont moins, et d'autre part aussi parce qu'en fait, des nouveaux venus, c'est aussi un œil extérieur qui va être différent. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va plus facilement poser des questions qui paraissent évidentes à ceux qui sont expérimentés, mais du coup, qui vont les amener à avoir un regard un peu différent sur ce qu'ils font. Le novice amène un regard neuf, et de ce point de vue-là, il est très, très utile. Éviter aussi de toujours donner le plus difficile aux expérimentés parce qu'il faut que les jeunes, les nouveaux, ils progressent, ils apprennent à faire des choses complexes eux aussi. Alors, ensuite, il va y avoir un chef de projet. Quel est son rôle, le chef de projet? Pardon? Coordonner l'équipe. Son rôle, c'est bien d'avoir un chef de projet qui a quand même un rang hiérarchique un peu élevé parce qu'il aura plus d'autorité, mais son rôle n'est quand même pas d'avoir de l'autorité sur les gens. Son rôle est de leur donner envie de travailler, de les coordonner, d'animer le groupe en fait. Donc il faut qu'il anime, qu'il fasse coopérer l'équipe de projet, qu'il soit moteur, qu'il rappelle aux gens les deadlines, qu'il rappelle aux gens qu'il soit un petit peu l'aiguillon de temps en temps. Il faut aussi qu'il planifie, qu'il prévoit ce qui va arriver, qu'il programme le projet. Avoir un réseau d'alliances dans l'entreprise, ça peut être très utile. C'est-à-dire avoir lié des bonnes relations là où il faut, ça peut servir. Avoir rendu service. Quand on a rendu service, on peut en demander un en retour. Donc, les entreprises, il y a aussi tous des aspects politiques comme ça. Dans n'importe quelle organisation, c'est ce genre d'aspect politique à gérer pour arriver à obtenir ce dont on a besoin. Ça peut être l'accès à un équipement, ça peut être un budget, ça peut être une personne de plus. Savoir négocier, anticiper. Alors, dans un projet, il y a toujours des problèmes. Donc, ce qui est important, c'est de les prévoir à l'avance et d'avoir prévu la solution pour ne pas se trouver bloqué, pour ne pas perdre trop d'argent et trop de temps. Et très important aussi, être la mémoire du projet. Très, très important. Parce que les entreprises, parfois, elles ont très peu de mémoire. Notamment sur les échecs. Souvent, les produits qui ont échoué, les entreprises, elles n'en parlent plus. Ce qui est un très gros défaut. Les entreprises bien gérées, en fait, essaient, les grands groupes, quand ils ont les moyens, de garder les dossiers des différents projets et de garder l'analyse. Pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Ce qui fait que c'est tout un savoir qui peut être travaillé et réutilisé pour organiser de nouveaux projets quand ils sont proches
On peut s'en inspirer, voir où il y a eu des problèmes et pas les refaire la prochaine fois. Donc, organiser l'apprentissage comme ça dans l'entreprise, ça peut être fait et ça peut être utile. Parce qu'il y a des entreprises où, par exemple, en alimentaire, vous faites des tests consommateurs sur des produits, vous voyez la variété du produit qui plaît bien aux consommateurs. Et en général, vous allez faire l'analyse sensorielle de ce produit avec des individus experts qui savent noter les différentes qualités organoleptiques du produit, hein, je ne sais pas, le croquant, l'intensité de tel ou tel arôme. Donc, on va faire le profil sensoriel du produit de celui qui est sorti dans les tests consommateurs. En agroalimentaire, quand vous faites ensuite le produit en usine, vous faites le produit en grande quantité et parfois la recette qui va être la bonne ne va pas être la même que celle que vous avez fait en laboratoire. Parce qu'en grande quantité, les conditions thermodynamiques, etc., les pressions ne sont pas les mêmes. Donc parfois, il faut changer la recette pour obtenir le produit qui est le même profil organoleptique à la fin de la ligne de fabrication. Mais si entre-temps, vous avez perdu ce profil organoleptique, ce qui arrive, parce que c'est fait par les services d'analyse sensorielle, qui n'a pas forcément beaucoup de relations, qui voient les usines de très loin, et qui est beaucoup plus lié à la R&D, au marketing. Et donc, ça arrive qu'on arrive en usine, en fait, profil sensoriel. Ah oui. Donc, vous voyez, dans les entreprises, il ne faut pas croire que les entreprises soient parfaites. Hein. Elles ont des tas de bugs, ce qui est bien, parce que c'est pour ça qu'elles ont besoin de vous, d'ingénieurs bien formés pour s'améliorer. Donc ça, c'est des aspects importants. Alors, être la mémoire du projet, parce qu'aussi, peut-être qu'on a testé tel arôme, on a regardé comment il résistait, peut-être qu'on l'a fait, ce test, il y a 3 ans, hein, ou peut-être qu'on l'a fait il y a 6 mois. Et donc, éviter de refaire des choses qu'on a déjà faites. Donc, bien garder en mémoire qu'on a pu faire tel test consommateur, par exemple. Tout ça, c'est important pour gagner du temps et pas gaspiller les ressources. La gestion des ressources. La gestion de l'équipe. Qu'est-ce qu'il faut résoudre quand on fait travailler des êtres humains ensemble comme type de problème? Les conflits entre les personnes. Donc quand les personnes surtout quand ils ont des compétences qui se recoupent un peu, hein, il peut y avoir des conflits. Il y a aussi des questions de personnalité. Hein. Il y a toujours des gens qui sont plus susceptibles, qui sont plus coléreux que d'autres. Donc il faut gérer les personnalités. Il faut plutôt chercher les synergies. Il faut plutôt faire en sorte que les gens aient bien compris. C'est important dans les entreprises que tout le monde ait à peu près compris la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est le rôle du management, hein, de faire comprendre la stratégie jusqu'en bas de l'entreprise. Jusqu'en bas de l'entreprise. Parce que même celui qui enlève les poubelles, c'est bien qu'il sache que ce qu'il fait, c'est utile. Il le fera avec un peu plus d'enthousiasme que si personne ne lui dit bonjour et que personne ne se préoccupe de son... Une petite anecdote comme ça, c'est en Finlande, je cherchais la gare. Et donc, je vois une personne qui est en train d'évacuer la neige face à un grand portail comme ça, d'évacuer la neige. Donc, personne qui pète la neige dans la rue. Et donc, je lui demande en anglais, parce que chez le finlandais, c'est très compliqué comme là, pour trouver la gare. Et il me répond en anglais. Et il me dit, en plus, là, vous avez le marché de Noël, vous devriez y aller parce qu'il y a plein de choses à acheter. Et c'est pour ça que je pète la neige, que j'enlève la neige, c'est pour que les gens puissent accéder au marché de Noël. Et je trouve que ce monsieur est très bien géré, est très bien managé, parce qu'il sait que s'il pète la neige, c'est pour qu'il y ait l'accès aux commerçants du marché de Noël. Il sait parler anglais, ce qui est quand même aux touristes, ce qui est pas mal. Et ça, c'est très important. Je trouve que c'est... Bon, et c'est fait, manifestement, il était content. Il était content de ce qu'il faisait. Il le faisait avec cœur et il savait pourquoi il le faisait. Et en France, on est très hiérarchie. On est très... Ceux qui ont fait les plus belles études, les écoles les plus prestigieuses sont les meilleurs. Et on a tendance à être assez méprisant. Et donc ça, je vous mets en garde contre ça. Parce qu'en fait, ça ne permet pas de faire travailler les gens ensemble d'une manière qui soit efficace, en fait.
Ça crée des conflits inutiles, ça blesse les gens inutilement. En France, on voit que les gens attendent d'être à la retraite. Pourquoi? Pourquoi ils n'aiment pas travailler? Ça tient peut-être un petit peu à notre culture, à la manière dont on fait marcher les organisations. Donc être un peu, même quand on est au sommet de la pyramide, être un peu humble, ça peut être... Il n'y a pas de tâche noble et pas noble, en fait. Toutes les tâches sont très, très utiles. Très, très utiles. Donc, c'est une petite anecdote, mais qui me paraît importante. Donc, chercher la synergie dans les équipes de projet. Traduire, parce que je vous ai dit, tous ces gens, ils ont pas le même vocabulaire, ils n'ont pas la même culture, ils sont pas... Donc, traduire le vocabulaire d'une division fonctionnelle à l'autre, et aussi essayer de faire en sorte que chacun respecte les contraintes de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que chacun dans une équipe de projet défende les contraintes de sa division. C'est-à-dire que si vous êtes un représentant du marketing, il faut que vous défendiez le fait que vous avez fait une étude de marché, elle donne tel et tel résultat, il faut que la R&D, les usines en tiennent compte. Il ne faut pas que vous soyez gentil avec les R&D en disant oui, bon, bah, vous n'arrivez pas à faire le produit comme on veut, c'est pas grave, on va le faire quand même. Pareil en R&D, ils n'arrivent pas justement à faire le produit tel que, parce que le marketing le veut à la fois bleu, rouge, blanc, beau, nutritionnellement parfait et gustativement parfait. Pourquoi ne pas vouloir tout en même temps? Donc le marketing veut tout en même temps, donc la R&D ne pourra pas arriver à le faire. Et donc il faut que là, l'ingénieur R&D dise non, ça, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible dans les lignes existantes. Et le marché tel que vous le voyez, ça ne va pas justifier que la direction nous fasse une ligne de fabrication pour nous tout seuls. Donc, il faut trouver un compromis. Donc, il faut que chacun soit ferme pour que, justement, on finisse par trouver un compromis. Et encore une fois, sur un projet, si c'est difficile, eh bien, c'est intéressant. Parce que si tout ce que vous faites est facile, pour les concurrents, ce sera facile aussi. Tandis que si vous tombez sur des os, c'est là où ça devient difficile. Si vous trouvez une solution, bah vous êtes peut-être en train de construire un avantage compétitif durable. Donc quand c'est difficile, bah peut-être que c'est là où il faut bien creuser, parce que si vous faites le bon compromis justement avec les exigences du marketing, qui en fait, normalement, s'ils fonctionnent bien, elles ne fonctionnent pas toujours bien, les équipes marketing, mais si elles fonctionnent bien, elles sont censées traduire les besoins du client, et les exigences de la R&D qui, elle, gère les contraintes techniques, qui sait comment fonctionnent les lignes de production en usine et les contraintes que ça a. Si vous arrivez à résoudre le compromis entre les deux, eh bien peut-être que vous êtes sur quelque chose de très intéressant pour l'entreprise. Donc il va falloir... il faut que le chef de projet y mette de l'huile dans les relations et que ces gens arrivent à accepter. Le désaccord est normal. Le désaccord est normal. Il faut les exprimer pour trouver des compromis positifs et plutôt des compromis par le haut. Voilà. Alors effectivement, il y a toujours les gens qui ne disent pas les choses. Donc ça, c'est toujours un problème. L'information qui ne circule pas, information importante. Si vous êtes dans une équipe et que vous ne donnez pas une information qui est importante pour le projet, vous faites une faute majeure. Parfois, on peut... C'est une raison pour envoyer quelqu'un, s'il a ce type de comportement, de considérer, bah, moi je sais quelque chose d'important, mais je vais me le garder parce que l'information c'est le pouvoir. C'est réellement un problème de personnalité majeur. Imputation des fautes, il y a toujours des problèmes sur les projets. Il y a toujours, quelqu'un peut faire une erreur. Hein, tout le monde, il n'y a que les gens qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Hein. Donc forcément, il y aura des gens qui font des erreurs, forcément il y aura des problèmes. Si on passe son temps à essayer de stigmatiser quand il y a un problème, donc forcément tout le monde est stressé, donc on peut avoir la tentation de stigmatiser et de tomber sur un coupable réel ou supposé, au lieu, donc là le chef de projet, son rôle c'est un peu de remettre les gens, de recadrer les gens et de leur dire, bon, essayons de trouver une solution, dans l'urgence c'est le plus important. Bon, si quelqu'un fait des erreurs à répétition tout le temps, il faudra lui faire autre chose, ou s'en séparer, mais sinon forcément, il n'y a pas de vie sans erreur. C'est aussi par les erreurs qu'on apprend. L'apprentissage se fait énormément par les erreurs, à condition de vouloir bien réfléchir sur son erreur, de vouloir bien l'analyser et y réfléchir. Donc les erreurs, d'une certaine manière, ça doit être considéré comme quelque chose... on peut apprendre à ne pas la refaire, on peut en tirer des conséquences. Souvent, c'est source de beaucoup de connaissances.
Donc il faut que tout le monde ait compris la stratégie de l'entreprise et comment elle se décline au niveau du projet. Donc le projet, il doit être dans la stratégie de l'entreprise. Alors parfois, il est très... Si vous êtes sur un projet qui est vraiment très stratégique, c'est pas béni parce que vous savez qu'on vous donnera des moyens. Parfois, si vous êtes un projet qui est un peu plus marginal, vous savez qu'il faudra le faire à l'économie et que vous ne pourrez pas réclamer énormément de ressources humaines ou financières. En tout cas, c'est important que tout le monde ait bien compris la stratégie, que sache où on va. Et ça, il faut l'expliquer et le réexpliquer souvent. Réexpliquer aux gens, parce que la stratégie d'entreprise, c'est loin. J'arrive tous les matins, je fais mon boulot, stratégie de l'entreprise, oui. Bon. Donc il faut réexpliquer aux gens en quoi cette stratégie, elle se décline dans les objectifs de chacun au quotidien, et en quoi c'est lié. Donc il faut que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Il ne s'agit pas de réprimer ce qu'ils disent. Il faut qu'ils puissent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Après, il faut négocier. Il faut s'arranger pour que les désaccords ne dégénèrent pas en conflit. Désaccord, c'est pas grave. Quand ça devient un conflit et que du coup, plus rien n'avance. Donc là, c'est ennuyeux. Donc il faut arriver à gérer les désaccords et à expliquer aux gens que bon, le marketing, il doit comprendre que la R&D ne peut pas fabriquer un produit qui a absolument toutes les qualités du monde. Alors parfois, il y a énormément de contacts, parfois ça se passe très bien, entre R&D et marketing, ça dépend des entreprises, ça dépend comment c'est géré. Mais parfois, vous travaillez en R&D, vous travaillez avec des marketing des pays de l'Est, par exemple, ou d'autres pays, qui ont une autre culture, et parfois, là, ça peut être plus difficile. Parce qu'on se comprend moins bien, parce qu'on n'a pas les mêmes manières d'exprimer les choses. Donc, l'important, c'est de trouver des compromis. Et en fait, gérer un projet, c'est tout le temps chercher des compromis entre les gens, puis des compromis avec les contraintes qu'on rencontre. Voilà, donc erreurs et échecs peuvent arriver. C'est très important. Donc, il y a toujours, quand on commence un projet, il faut savoir, il y a toujours des problèmes. Et le chef de projet, il va falloir qu'il gère l'équipe de projet. Souvent, il faut qu'il gère son supérieur hiérarchique. Il faut qu'il gère parfois des sous-traitants, des fournisseurs. Donc il y a plein de choses, plein de gens à gérer. Il va souvent avoir la pression du point de vue de sa hiérarchie. S'il transmet immédiatement la pression à ses équipes, la hiérarchie lui dit il faut qu'à la fin du mois, telle phase soit finie, etc. Si tout de suite il met la pression sur ses équipes, qu'est-ce qui risque d'arriver? Alors parfois, ça dépend, si elles sont un peu endormies, il vaut peut-être mieux leur mettre un coup de pression. Mais si vous les paniquez trop, la panique, ce n'est pas un bon état de... Donc parfois, il faut que le chef de projet ait les épaules un peu larges et qu'il ne dise pas à ses équipes tout ce qu'on lui dit au-dessus, parce que pour l'instant, il voit qu'ils sont en train de bien travailler. Si c'est le cas, s'ils sont en train de bien travailler, de bien coopérer, peut-être que ce n'est pas le moment de les stresser. Donc il faut gérer ça. Le chef de projet, il doit gérer aussi ça. Donc ça doit être aussi quelqu'un qui est assez psychologue, stratège et tacticien. Donc il doit avoir toutes les qualités, le chef de projet. Oui, alors au début en général, les gens s'entendent bien. Il n'y a pas de problème. Donc on se dit, c'est bien, j'ai une super équipe, on s'entend tous bien. C'est parfait. C'est plus tard. Il faut savoir que c'est plus tard que peu à peu, il y en a qui voudront considérer que, vu leurs compétences, c'est eux qui décident sur telle et telle chose, qu'ils n'ont pas besoin qu'il y a des contraintes dont eux peuvent s'affranchir, etc. Donc, c'est plus tard que vont arriver les problèmes de conflit entre personnes. Donc, il faut le savoir, il faut s'y attendre, qu'il y aura des effets humains à gérer. Quel est le nombre de personnes idéal, d'après vous, pour faire une équipe de projet? Dans l'idéal, en fait, sachant qu'on n'est jamais dans l'idéal. Oui, c'est ça. On dit souvent une dizaine de personnes. Ça dépend du projet. Mais un projet, on peut aussi le découper. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est 10 personnes. Mais c'est vrai que, bon, si vous construisez un Airbus, ça va être 200 personnes. Mais vous pourrez aussi découper le projet en composants, en sous-projets. Alors, c'est mieux si les gens sont volontaires, mais là encore, c'est l'idéal. C'est rare. C'est mieux si c'est toujours les mêmes personnes tout au long du projet.
Mais là, sur les projets d'innovation, je vous ai dit, c'est quand même rare. Plutôt au début, marketing R&D, et puis à la fin, c'est les commerciaux qui prennent le relais, la logistique, et au milieu, c'est plutôt les usines. Donc il faut quand même qu'en amont, les premières réunions sur un projet d'innovation aient réuni des représentants de toutes ces fonctions pour qu'on ait pris en compte les contraintes de toutes les fonctions. Mais après, au cours des projets, bon, l'idéal, ce serait que l'équipe ne change pas, mais dans les faits, c'est pas toujours le cas. C'est mieux si les gens peuvent se parler, s'ils se rencontrent à la machine à café, s'ils se rencontrent dans les couloirs. Mais bon, si l'un est en Tchéquie et l'autre à Londres, c'est sûr, mais il faudra quand même le faire. Donc important de permettre la communication, d'obtenir de la coopération, du travail en commun, de conserver la mémoire du projet, capitaliser les apprentissages, oui, ça c'est important aussi. Donc, toujours dans un projet d'innovation, on apprend plein de choses, parce qu'on fait des essais, des expérimentations, donc il faut que ça ne soit pas perdu. On a essayé tel ingrédient, ça n'a pas marché, ben ça, il faut que ça reste en mémoire dans l'entreprise. Ce n'est pas la peine qu'après on réessaye. On a essayé tel arôme, en fait, il ne correspond pas à ce que souhaitent les consommateurs. Bon, ben, c'est des choses qu'il faut garder. Entretenir, renouveler les compétences, donc ça, c'est vrai que c'est bien si on peut être avec les pairs du même métier pour renouveler ses compétences, quand c'est possible. Et faire tout ça avec un petit budget. Donc faire tout ça en économisant les ressources, parce que les ressources ne sont jamais infinies, et notamment dans l'agroalimentaire. Petite marge, pression de la grande distribution sur les prix. Et donc ça veut dire budget restreint. Donc en économisant les ressources. Alors, il y a 2 outils pour gérer les projets. Ce sont des outils de planification. Alors, quand on fait un projet d'innovation, au début, on ne va pas tout de suite planifier. On va essayer de commencer par avoir des idées, commencer par essayer de formaliser une idée. Et ce sera seulement quand le produit ou le service qu'on veut faire est bien défini qu'on va pouvoir passer à de la planification de projet. Parce que l'exploration, c'est très difficile à planifier. Vous pouvez planifier, hein, bien sûr, on peut toujours. Mais planifier très précisément, on va faire tel essai, ça on sait, mais simplement ce qu'on fera après, ça va dépendre des résultats de l'essai. Donc, c'est assez difficile à vraiment planifier précisément. Par contre, dès le début d'un projet, vous allez vous demander, bon, je travaille pour cette innovation, mais je vais la lancer quand? Si c'est pour lancer l'innovation dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 6 mois, l'exploration que vous allez faire, elle ne va pas être de la même importance. Donc c'est important que dès le début du projet, même quand vous n'avez pas du tout où vous allez aller, vous sachiez pour quel horizon vous travaillez, à quel horizon vous allez lancer le produit. Parce que déjà, vous verrez ce que vous pouvez faire comme exploration ou pas. Alors, la planification, elle est à réajuster tout le temps. On fait une planification de projet, mais on sait qu'on ne va pas la suivre jusqu'au bout, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'il faut tout le temps la réajuster. Si on ne suit pas jusqu'au bout le plan, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas grave, ce n'est pas mal, c'est juste normal. Mais ce qu'il y a, c'est que la planification, ça va vous aider à vous apercevoir que vous dérivez soit en temps, soit en délai, et à prendre des mesures correctrices ou à prévenir votre client que vous serez en retard, quoi. Et votre supérieur hiérarchique aussi. Donc, la planification, ce n'est pas un cadre rigide. Ça devra tout le temps être réajusté. C'est vrai que les Français ont un petit peu tendance à... Il y a des gens qui ne planifient pas pour ça, parce que si ça ne se passe pas comme ils avaient prévu, ils se sentent coupables. Du coup, ils mettent le programme dans le tiroir. Bon, les anglo-saxons sont complexes avec ça. Ils passent leur temps dès qu'il y a une information, crac, on les voit. Bon, en général, c'est sur l'ordinateur. Là, on va faire des petits exos. En général, vous avez des programmes d'ordinateur qui font ça, c'est très bien. Donc, ils réajustent le programme. Alors, pour planifier, on va faire un phasage. C'est-à-dire qu'on va découper le projet en grandes phases, puis en étapes, puis en tâches, puis en lots de travail. Donc, on va découper le projet en différents segments et on va appeler, donc il peut y avoir plusieurs phases qui chacune va comprendre des étapes, des tâches et des lots de travail. Et on va fixer des jalons.
Les jalons, c'est les moments où on va faire le point, on va mesurer l'écart entre le réalisé et les prévisions qu'on avait faites. Et s'il y a un écart, on va revoir parfois le phasage. Parce que parfois, on va s'apercevoir, bon, telle phase, il va falloir la faire plus rapidement parce qu'on a pris du retard. Et voilà. Donc, les jalons, c'est souvent aussi des moments où on a des réunions avec, par exemple, le comité innovation ou le comité pilotage du projet, ou si on est dans une PME avec le directeur de la PME, pour lui dire où on en est, qu'on a fait tel essai, ça donne ça, on a fait tel test consommateur, ça donne ça. Donc on va parfois lui montrer des maquettes, des prototypes. Donc c'est le moment où on rend compte de tout ce qu'on a fait sur le projet et où lui réagit, et où c'est le PDG, ou c'est le comité de pilotage, et vous dit, bon d'accord, vous continuez, éventuellement, oui c'est bien, vous avancez bien, on va vous donner une personne en plus ou un budget en plus, ou alors qu'il va vous dire, bah non, là c'est pas bon, vous prenez pas cette décision-là parce que c'est pas la bonne, vous prenez celle-là, ou alors même, j'arrête le projet parce que finalement, votre projet, là il convient pas, ou il consomme trop de ressources, ou il y a le concurrent qui vient de sortir le bon produit. Donc les jalons, c'est des moments où on va cadrer, voir ce qu'on a fait, et aussi livrer un certain nombre de ce qu'on appelle des livrables, des documents, des rapports, des maquettes, etc. Les documents, donc au départ, ça va être le cahier des charges fonctionnelles. Ensuite, ça peut être des résultats d'essais, des maquettes, des prototypes. Bon, quand on a réalisé un phasage précis comme ça, alors dans ce phasage, il va y avoir ce qu'on appelle des lots de travail. Des lots de travail, en général, il faut que ça fasse de l'ordre de 10 jours. Et donc, quand on arrive à 10 jours de travail, on va définir un responsable pour ce lot de travail, et puis on va aussi prévoir un contrôle. C'est bien de contrôler à peu près tous les 10 jours de travail pour voir ce qui s'est fait. Et on va aussi attribuer les budgets à chaque lot de travail. Comme ça, c'est assez précis. En gros, chaque 10 jours, mais ça vous donne un peu une idée. Voilà, et une fois qu'on aura fait tout ça, eh bien, on va faire le partage des tâches et la coordination, c'est-à-dire qu'on va dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi. On va définir les responsables de chaque lot de travail, on va définir qui fait telle et telle tâche. Et puis, on va essayer de repérer et de réduire les interfaces. Les interfaces, c'est des tâches qui sont liées entre elles et qui sont réalisées par des équipes différentes. Par exemple, si vous construisez une maison ou un appartement, c'est celui qui pose l'électricité et celui qui fait la peinture. Ce ne sont pas les mêmes équipes, et pourtant elles sont liées entre elles. Parce que si l'électricien passe après le peintre, vous n'aurez pas un joli appartement. Donc, les fondations ou la montée des murs. Donc, c'est des tâches qui sont liées entre elles et qui ne sont pas faites par les mêmes équipes. Donc, il faut essayer de les réduire au maximum. Il faut essayer qu'il y en ait le moins possible, évidemment. Si vous pouvez faire que c'est la même équipe qui font les tâches liées entre elles, c'est mieux. Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est le type de problème que ça pose? Il y a des tâches qui sont interdépendantes, mais que ce n'est pas les mêmes équipes qui les font. Oui? Là? Le dialogue, oui, c'est ça, la passation d'informations. Parce que celui qui fait l'électricité, il n'a pas pensé aux contraintes du peintre, quoi. On ne pense pas aux contraintes des autres équipes, on est déjà dans son travail, on s'occupe des siennes, c'est déjà pas mal. Donc, il sait pas forcément, une équipe ne va pas forcément savoir quelles sont les informations qui sont pertinentes et utiles pour l'autre. C'est ça une organisation. Donc, il faut leur dire. Et éventuellement, il faut leur mettre des obligations sur Internet. Avec l'électronique, justement, on peut faire ça. Ils n'ont pas le droit de commencer à travailler s'ils n'ont pas fait valider tel compte-rendu de leur tâche par l'équipe qui doit venir après. Donc, ou qui est passée avant. Donc, on peut faire comme ça. On est obligé d'avoir la validation de l'équipe précédente avant de commencer le travail, et la suivante aussi. Et par contre, la suivante aura besoin de notre validation pour commencer le travail. Donc ça permet de s'assurer, et on est obligé de transmettre telle ou telle information. On peut faire des procédures qui permettent de sécuriser ces passations d'informations, et c'est très important, sinon vous allez avoir des bugs énormes, là, parce que là, il y a toujours des informations qui ne sont pas passées, des gens qui pensent que « Ah oui, mais je pensais que c'était comme ça ». Ben oui, mais il fallait vérifier si c'était comme ça. Il fallait vérifier s'il fallait... Donc, ça, c'est vraiment l'essentiel dans la gestion de projet, c'est de gérer au mieux ces choses-là.
Donc, affecter les budgets et positionner les contrôles. Alors, les types d'outils qu'on peut trouver, il y a ce qu'on appelle le diagramme de Gantt. Là aussi, on trouve des logiciels qui font ça. On visualise les tâches sur un calendrier. Et ça va permettre de suivre le projet. Alors, l'intérêt de ces choses, c'est que ça va vous permettre de voir quand vous dépassez les délais prévus. Et si vous dépassez des délais, donc il va falloir mettre à jour votre diagramme pour voir si vous pouvez corriger, c'est-à-dire faire plus vite les tâches suivantes. Et si vous ne pouvez pas corriger, prévenir votre direction, votre supérieur hiérarchique. Et s'il y a un client au bout, si c'est par exemple un produit à lancer en grande distribution, prévenir la grande distribution, prévenir votre client que le produit ne sera pas... Alors, un problème se pose sur la période de mise à jour. Ça dépend effectivement de l'ampleur des projets. Il y a des projets qui durent plusieurs années, il y en a qui durent 6 mois. Donc la mise à jour de votre calendrier va en dépendre. Mais il faut penser que si vous mettez à jour avec une maille trop lâche, c'est-à-dire trop peu fréquemment, ce qui est bien, c'est que ça ne vous prendra pas trop de temps, donc vous vous concentrerez bien sur le projet. Mais vous risquez de dériver beaucoup avant de vous apercevoir qu'en fait, vous avez plus dépensé que le budget ou que vous avez perdu plus de temps que prévu. Par contre, si la maille est très courte, si vous êtes tout le temps, vous risquez de gérer davantage votre ordinateur et le planning du projet que le projet lui-même. Donc, il ne faut pas que ça se dérive, c'est-à-dire qu'on gère uniquement le diagramme et pas le projet lui-même. Le but, c'est quand même que le projet aille au bout et c'est le projet qui est prioritaire. Le diagramme, c'est un outil. Mais parfois, ce n'est pas inutile de le rappeler. C'est pour ça qu'il faut trouver la bonne période où on risque pas trop d'avoir dérivé avant de s'en apercevoir. Alors, un exemple, je vais vous distribuer deux petits exercices. Vous les faites passer par derrière. Vous en faites passer 2 devant et le reste par derrière. Voilà. Passer par derrière, faites passer par derrière. Et si on n'a pas assez, vous communiquez. Donc là, c'est un diagramme de Gantt sur un projet de développement de produits nouveaux. Sur ce diagramme, les tâches prévues sont celles en trait discontinu. Les tâches réalisées sont celles en trait continu, là. Les traits Et ça, c'est les jalons. Donc les jalons, les petits triangles blancs sont les jalons prévus et les petits losanges noirs sont les jalons réalisés. Alors, où a-t-on perdu le plus de temps sur ce projet? Voilà, on a perdu le plus de temps ici. On voit qu'ici, le prévu, c'était ici. Le réalisé est beaucoup plus long. Donc, on a perdu beaucoup de temps sur le développement de plusieurs prototypes. Et on voit que le jalon présentation des prototypes, là, il s'est fait beaucoup plus tard que prévu. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a... Qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois qu'on a constaté ça, qu'est-ce qu'on fait? Sur le diagramme. On rajuste le reste. C'est-à-dire, on rajuste le reste en passant des coups de téléphone, en voyant est-ce que toi, tu ne peux pas faire plus vite, là, tes tests de prototype, en essayant de voir si on peut rattraper. On ajuste le reste. On en déduit la date de lancement réelle. Donc là, on va être obligé de... ce prévu-là, il va falloir le déplacer. Donc, il faut tout réajuster. Et puis, il faut prévenir. Donc, prévenir d'abord tous les gens qui vont faire les tâches derrière, pour qu'ils sachent qu'ils vont pouvoir commencer plus tard. Prévenir votre supérieur hiérarchique et éventuellement le client, qui ne va pas être content. Ici, il y a des tâches, on les a inscrites avec un graphisme particulier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces tâches? Elles sont d'une certaine manière, c'est vrai, elles sont indépendantes du reste d'une certaine manière. C'est-à-dire, par rapport à la fin du projet, à la date de fin de projet. Il ne faut pas qu'elles soient faites trop en amont. En fait, c'est des tâches, si elles prennent du retard, jusqu'à un certain point évidemment, mais elles peuvent prendre un peu de retard sans retarder la date de fin de projet. C'est ce qu'on appelle des tâches non critiques. Donc là, l'élaboration du concept marketing, l'élaboration de la publicité, elle peut prendre un peu de retard, bon, jusqu'à un certain point, mais
sans retarder la fin du projet. Bon, puis ça dépend des configurations des projets. Là, on fait l'hypothèse qu'elles peuvent prendre du retard sans retarder la fin du projet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tâches non critiques. Alors pourquoi c'est important de repérer les tâches critiques et celles qui ne le sont pas? On va Prioriser. Voilà, prioriser. Prioriser quoi? Les tâches, effectivement. Il va falloir être très attentif aux tâches critiques pour qu'elles se fassent dans les délais. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'elles se fassent dans les délais? Mettre plus de notes sur ces tâches. Voilà. Il faudra penser sur si les gens sont polyvalents, ben vous pouvez peut-être en mettre un petit peu moins sur des tâches qui sont non critiques, dans la mesure où ils sont polyvalents, évidemment. Un peu moins sur les tâches non critiques et plus sur les tâches critiques, puisque c'est celles-là qui vont impacter la date de fin de projet. Par exemple, aussi, s'il y a une concurrence sur un équipement, s'il y a une concurrence pour l'utilisation d'un équipement, ben dans ce cas-là, il faudra faire passer les tâches critiques avant et les tâches non critiques après. Donc, tout ce genre d'allocation, donc des matériels, des équipements, des budgets aussi. Vous pouvez mettre plus de budget sur les tâches critiques, et quitte à en enlever un petit peu aux tâches non critiques et accepter qu'elles soient un peu en retard. Voilà, donc ça, c'est la configuration d'un diagramme de Gantt. Donc, c'est assez simple, c'est pas mal, c'est très facilement utilisable. Même on peut en faire un à la main pour soi quand on a une petite chose à faire. Ça permet de bien voir. Et au fur et à mesure, comme ça, vous voyez tout de suite sur un calendrier, ah ouais, là finalement, j'ai dérivé. Et puis, il faut être aussi attentif au budget, voir si on a dérivé en budget. Alors, un autre élément, c'est le réseau PERT. Un autre outil, c'est le réseau PERT, Program Evaluation and Review Technique, qui est une représentation graphique de l'enchaînement des activités tout au long du projet et qui, pareil, va vous permettre d'ordonnancer, de placer les ressources en main-d'œuvre et l'équipement, donc de placer qui va faire quoi et sur quelle machine. Et la représentation du réseau PERT va vous permettre de voir les liens entre les tâches, ce qui va vous permettre de voir quand on est en retard, d'identifier les retards, de voir comment rattraper, mettre en évidence le chemin critique, c'est-à-dire l'ensemble des tâches successives qui ne peuvent pas être allongées sans mettre en cause l'échéance fixée du projet, et aussi de voir combien on dépend tous les uns des autres. C'est-à-dire que c'est utile aussi ces outils-là, c'est que tout le monde voit que ma tâche, si je suis en retard, je mets tout le monde en retard. Donc on voit que de son travail, tous les autres dépendent. Donc on voit qu'on a intérêt à les prévenir si on est en retard. Donc c'est un outil de coordination très forte et qui peut permettre d'obtenir plus de cohésion dans l'ensemble de l'équipe de projet. Dans la mesure où tout le monde a le même logiciel et voit avancer le projet de la même manière. Alors, comment on fait sur un réseau PERT? Une activité, ça va être tout élément du projet qui requiert du temps. Alors, ça peut être des tâches, mais parfois, ce n'est pas des tâches, c'est qu'on est obligé d'attendre. Par exemple, on attend le dépôt d'un brevet, on attend une autorisation de mise en marché si vous faites un médicament. Donc, parfois, on est obligé... de par le projet, on est obligé d'attendre. On ne peut pas lancer un médicament si on n'a pas l'autorisation de mise en marché. Parfois, on ne peut pas communiquer sur quelque chose si on n'a pas déposé le brevet. Donc, ça sera aussi une activité, même si en fait, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de tâche réalisée. C'est simplement un temps nécessaire, obligatoire dans le projet. On va recenser toutes les activités qu'il faut faire dans le projet. C'est ça le phasage qu'on a vu. Préciser leur relation d'antériorité. Et on va faire un tableau d'antécédence, c'est-à-dire qu'on va se demander, bon, je peux commencer par quelle activité? Une fois que j'ai fait celle-là, je peux faire quelles activités? Peut-être je peux commencer par plusieurs, d'ailleurs. Après, est-ce que j'ai fait celle-là, je peux faire lesquelles? Comme ça. Donc, c'est une procédure récursive qui va vous permettre de construire le réseau PERT. Et le réseau lui-même, c'est l'ensemble des activités qui sont liées par des relations de convergence, de divergence et de succession. C'est-à-dire qu'on va voir c'est conditionnel. Je ne peux pas commencer cette activité si je n'ai pas fait telle autre. Alors, vous avez un petit exercice à faire qui va vous permettre de construire un réseau. Tout simple. Voilà, tout ça, on l'a à peu près dit. Donc, une activité, c'est une tâche où c'est du temps et ça demande des ressources, de l'argent et du temps. Alors, c'est représenté par un trait fléché. Avec l'exemple que je vous donne, je vous conseille de pas... C'est vrai que classiquement, normalement, on fait des traits fléchés, mais je trouve que pour juste comprendre le principe,
Vous pouvez mettre la tâche est symbolisée par une lettre, hein, c'est A, B, C, et vous pouvez mettre le nombre de semaines à côté. C'est aussi simple, même si en fait il faudrait le représenter par 3 semaines. Ce serait ça, ou 4 semaines. Donc il faudrait faire exactement la. Mais pour l'exercice, je vous conseille plutôt de. Parce que vous allez avoir du mal à faire des jolis graphiques avec ce que vous avez. Voilà l'énoncé de l'exercice. Il s'agit de construire le réseau PERT avec cet énoncé. Et de trouver le chemin critique. Quelles sont les activités critiques et celles qui sont non critiques. Alors, par quelle tâche on peut commencer? Quelle tâche ne nécessite pas de tâche auparavant, d'antécédent? Oui? Les autres? C'est juste. Les autres? Voilà, l'élaboration du cahier des charges. Hein. L'élaboration du cahier des charges, donc qui est noté A dans l'énoncé, et qui va durer 3 semaines. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on a élaboré le cahier des charges, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste. Alors les autres? Oui, c'est ça. Une fois qu'on a le cahier des charges, on peut élaborer une solution pour répondre au cahier des charges. Et les premières maquettes qui incluent un ingrédient spécifique. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire? 3 trucs. Le C, le D, le E. Oui, c'est ça. On peut faire le C, on peut développer des prototypes, puisqu'on connaît les solutions qui ont D. On peut... Voilà, on a intérêt à mettre en parallèle, on a intérêt à mettre des tâches en parallèle pour aller plus vite. Hein. D, on peut mettre D, qui est l'élaboration du concept marketing pour mettre en valeur les solutions envisagées, puisqu'on les a définies, le marketing peut travailler à les mettre en valeur. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi, qui en fait va prendre beaucoup de temps? Voilà, on peut faire la tâche G, c'est-à-dire on sait qu'il faut un ingrédient spécifique, on voit que sélectionner le sourcing de cet ingrédient spécifique, sélectionner les fournisseurs et négocier, eh bien ça va prendre 10 semaines, c'est-à-dire qu'ils doivent être pas très faciles à trouver, ces fournisseurs. Et donc ça c'est une tâche particulièrement longue, donc on a intérêt à la commencer le plus tôt possible. Donc dès qu'on sait qu'on a besoin de cet ingrédient spécifique, il faut commencer à chercher les fournisseurs. Donc on va faire en parallèle la tâche G, sélection des fournisseurs, la tâche C, développement de plusieurs prototypes, et la tâche D, élaborer le concept marketing pour mettre en valeur les solutions envisagées. La E, par contre, ou pas? Alors que sur le Gantt, elle est en parallèle.
Alors, la E, c'est l'élaboration de la publicité. Pour faire la publicité, vous avez besoin que le concept marketing soit fait. Ah, mais sur le Gantt, elle est en parallèle par rapport au développement des prototypes. Ah, mais c'est pas le même. Là, c'est pas le même projet. Hein. Ah, vous inspirez pas du Gantt avant. Hein. C'est deux projets différents. Donc, vous avez besoin. J'avais pas pensé à vous dire ça. C'est deux exercices complètes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc là, vous avez besoin de savoir quel est le concept du produit avant de faire sa publicité. Hein. Normalement, c'est assez logique. Élaborer la publicité, ça va se faire avec des agences de com. Hein, d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'entends plein de lettres qui sortent. Alors F, les tests des prototypes, ben oui, puisqu'on a développé les prototypes. Hein, donc on va faire les tests de prototypes, ça va prendre 4 semaines. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en parallèle? Ben, élaborer la publicité. Hein, élaborer la publicité, ça peut se faire en parallèle avec F. Donc on va avoir une branche qui est C4, F4 et une branche qui est D3, E3, hein, qui sont en parallèle. Et G, Dismen, qui est aussi une troisième branche. Toutes ces branches partent de B4. À partir du moment où on a élaboré des solutions, ben pour démarrer G, il faut avoir B, il faut élaborer les solutions et savoir qu'on a besoin de cet ingrédient. Alors J, c'est préparer la mise en marché. Alors, c'est pas mal d'avoir généralement, si c'est un produit qui est vendu à la grande distribution, c'est pas mal de connaître le budget publicité parce que c'est un argument. Le distributeur, il aime bien si vous lui dites que vous allez faire un gros budget, une grosse dépense publicitaire, il se dit que le produit va se vendre, donc il ne le met pas en ligne. Lui, le distributeur, il cherche à optimiser ses linéaires, à rentabiliser ses mètres linéaires. Donc il faut que le produit se vende. Donc là, par hypothèse, c'est vrai qu'on pourrait commencer, mais j'ai mis J après E. Donc la préparation de la mise en marché après l'élaboration de la publicité, mais c'est vrai qu'on pourrait commencer avant. Hein, c'est juste, là on fait quelques hypothèses. Et après F, qu'est-ce que je peux faire? Après les tests de prototype, on peut commencer les premières séries de fabrication H, qui va durer 2 semaines. Mais pour faire ces premières séries de fabrication, de quoi j'ai besoin? Voilà, j'ai besoin d'avoir trouvé cet ingrédient spécifique pour fabriquer mes premières. Donc j'ai besoin que G soit terminé. Et donc ça va s'écrire par un trait entre G et H. Et après les premières séries de fabrication, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? La montée en charge de la fabrication. Et pour lancer le produit, j'aurais besoin de quoi? Pour lancer le produit, j'ai besoin de quoi? Que soit terminée la préparation du marché, donc que J soit terminée, et que la montée en charge de la fabrication, I, soit terminée aussi. Donc ça nous donne ce graphique-là. Alors évidemment, parfois, on peut se dire, ça se discute, hein, mais ça donne il faut parfois faire quelques hypothèses. Alors, si donc on dit que c'est ce graphique-là qui est bon, quel est le chemin critique? Donc, le chemin critique, c'est celui sur lequel il ne faut pas prendre de retard, sinon on retarde la fin du projet. On reprend dans l'autre côté. On part de la fin et on retourne au début. C'est pas le plus court, non? C'est celui qui va, si vous prenez du retard sur ce chemin, il retarde la fin du projet. Donc c'est le plus long. Hein. C'est le plus long. Et là, qu'est-ce que c'est le chemin le plus long? Le chemin, c'est un enchaînement de tâches. Donc forcément, il y a ça dans le chemin, parce que ça, c'est commun à tous nos chemins. Là. Et après, le chemin le plus long, il passe par quoi? Par G. Hein. Ça, c'est le chemin le plus long. C'est le chemin de critique. S'il y a une des tâches sur une ou plusieurs tâches sur ce chemin critique qui prend du retard, eh bien, le lancement sera retardé. Donc, sur ce chemin, vous devez être très attentif aux tâches. Vous devez bien regarder ce qui se passe. Vous devez éventuellement leur donner un peu plus de personnes, un peu plus de budget et leur donner l'accès aux équipements. Sinon, vous devrez prévoir le client que vous serez en retard. Voilà, donc ça, c'est important, de bien identifier le chemin critique. Quelles sont les tâches qui ne sont pas critiques? Donc, les tâches qui ne sont pas critiques, ça veut dire que vous pouvez...
Voilà. Alors, les tâches qui ne sont pas critiques, c'est D, E, J. Ça, c'est pas critique. Ça veut dire que si vous prenez un petit peu de retard, jusqu'à un certain point, hein, en fait, le chemin qui passe par G, il dure combien? Il dure combien, le chemin qui passe par G? Il dure 23 semaines. 23 semaines. Et ce chemin-là, ce chemin-là, il dure combien au total? 18 semaines. Donc, en fait, ces tâches-là, elles peuvent prendre du retard jusqu'à 5 semaines. Elles peuvent prendre un retard jusqu'à 5 semaines sans retarder la fin du projet. Et ces tâches-là, elles peuvent prendre quel retard? Ces deux-là, elles sont non critiques aussi, C et F. Elles peuvent prendre quel retard? Ce chemin-là, il fait combien de semaines? Il fait 21 semaines, ce chemin. Donc, ces tâches-là, elles peuvent prendre au maximum 2 semaines de retard sans retarder la fin du projet. Donc, vous voyez que c'est très utile comme type d'outil et de raisonnement. Et en plus, ça peut vous aider à négocier. Imaginons que vos supérieurs hiérarchiques soient très pressants, qui veut absolument que le projet arrive, ou même le client, très pressant. Bah, vous lui montrez votre réseau de perte, vous lui dites, vous voyez, moi je peux terminer qu'à quelle date, hein. Ou alors, vous me donnez plus de personnel pour faire ces tâches-là plus rapidement. Ou alors vous me donnez plus de budget, ou alors vous me donnez plus vite l'accès à l'équipement. Donc c'est aussi un outil pour prouver votre bonne foi et négocier. Il peut arriver aussi qu'on vous enlève du personnel. Et dans ce cas-là, vous devez refaire le réseau perte avec moins de personnes, et donc ce qui va changer la durée des tâches. Alors, les règles de ce chemin, le tracé des réseaux va généralement de gauche à droite, parce qu'on est des occidentaux, donc on écrit de gauche à droite. Une activité ne peut pas commencer tant que les activités qui y sont liées ne sont pas terminées. Les flèches, parce que là, j'ai pas fait, c'est pas la représentation classique. La représentation classique, c'est des flèches dont la longueur représente la durée, indique l'antériorité et la progression. Les boucles sont interdites, c'est-à-dire que si vous devez faire 2 fois la même tâche, vous n'allez pas mettre une boucle, mais vous allez mettre, je fais la tâche D, et puis après je fais la tâche D'. Et puis D, c'est la même chose que D'. Mais sinon, vos boucles, vous ne pourrez plus calculer votre durée de chemin si vous faites des boucles. De même, vous ne pouvez pas faire des scénarios. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, si cette activité réussit, je fais ceci, puis si elle rate, je fais cela. Si vous faites des scénarios, vous faites un perte par scénario. Dans telle condition, je fais cela, je construis mon perte. Dans d'autres conditions, je fais autre chose. Et donc, je construis un autre perte. Donc, le chemin critique est le chemin qui conduit à fixer la date au plus tôt. Un retard sur chemin entraîne obligatoirement un retard global sur le projet. Par contre, celles qui ne sont pas sur le chemin critique peuvent, jusqu'à une certaine limite, être retardées. Alors, il peut y avoir des pertes plus élaborées où on met des dates au plus tôt et au plus tard. C'est-à-dire que vous allez, pour le début de chaque tâche, vous allez estimer la date à laquelle vous pouvez commencer au plus tôt. Au plus tôt, ça veut dire que vous avez la main-d'œuvre, que vous avez l'équipement et que vous avez donc les tâches si ce n'est pas la première tâche de votre réseau, celles qui sont avant ont été terminées. Donc il y aura une date au plus tôt, puis il y aura une date au plus tard. C'est-à-dire qu'on est obligé de finir cette tâche à cette date-là, je ne sais pas, parce que la main-d'œuvre ne sera plus disponible, parce que l'équipement ne sera plus disponible, parce qu'on doit libérer le local, pour une raison ou pour une autre. Donc vous allez faire pour chaque tâche une date au plus tôt, la date à laquelle avant la tâche ne peut pas commencer, et puis une date au plus tard, et ainsi de suite, et vous allez comme ça arriver à une date de fin au plus tôt du projet. Donc vous allez définir comme ça la date de fin au plus tôt du projet, ce que vous pourrez la communiquer à votre supérieur hiérarchique et au client. Et puis une fois que vous aurez, par exemple, vous fixez une date de fin de projet, vous savez que vous devez impérativement livrer à la distribution en mars 2016, eh bien vous allez pouvoir
rétropoler cette date limite de fin de projet pour fixer de proche en proche la date au plus tard de toutes les autres tâches. Si vous avez une date de fin de projet obligatoire, du coup, vous pouvez fixer les dates au plus tard de toutes les autres tâches. Donc, chacun saura quand est-ce qu'il doit finir au plus tard. Et il ne peut pas prendre plus de temps. Donc, ça aussi, c'est des logiciels. Sur des logiciels, vous pouvez le faire et c'est très, 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 très puissant. Donc, ces réseaux permettent de fixer. Alors, évidemment, c'est des estimations. Vous construisez un réseau à partir des estimations. Plus elles sont justes, moins vous aurez besoin de réajuster ensuite. Et c'est vrai que ces estimations, vous allez les construire, en général, en demandant aux gens qui vont faire les tâches. Souvent, aux gens qui ont l'habitude de faire telle ou telle tâche, vous allez leur demander, vous, ça vous prend combien de temps? Souvent, quand on demande aux gens comme ça, ils prennent une marge. Si tout le monde prend une marge, votre réseau perte, il va être complètement faux. Donc, il faut raisonner, essayer de raisonner de façon la plus pertinente la durée des tâches, en sachant que c'est des prévisions. Personne n'a la boule de cristal, donc il va falloir effectivement réajuster ensuite en fonction du réalisé. Donc, ce sera des réseaux qu'on a à réajuster en permanence. Mais comme ça, en permanence, on sait quand est-ce qu'on peut faire venir le projet. Et ça permet de simuler, d'élaborer des scénarios. Et ça permet de bien communiquer, de faire que les gens se coordonnent très bien entre eux. Donc, ça favorise la communication, la mobilisation. Ça sert de base pour répartir les budgets. Et on dit que quand on a fait le réseau perte, on a fait 75% de la planification. Voilà, donc il faudra que je vous parle de l'analyse des risques sur les projets. Est-ce que vous avez des questions? Ce qu'il faut faire. Vous allez commencer un projet demain, disons qu'il va durer pas 10 jours, mais il va durer 6 mois. Qu'est-ce qu'il faut que vous envisagiez? Comment vous allez vous y prendre? Oui? Relever les limites de notre projet. Vous? Relever les limites de notre projet. Ça veut dire quoi, relever les limites de votre projet? Pour envisager des scénarios qui pourraient arriver. Par exemple, le produit ne fonctionne pas, ou alors les grandes distributions ne veulent pas me... Effectivement, donc envisager que certains éléments négatifs arrivent, on n'arrive pas à maîtriser la technologie, les tests consommateurs sont mauvais, on n'arrive pas à vendre comme on espérait, l'ingrédient qu'on a commandé, le fournisseur nous l'a livré, mais ce n'est pas ce qu'on avait demandé, il n'y a pas le taux d'humidité qu'on voulait, le taux de protéines qu'on voulait. Donc il y a plein de choses qui peuvent arriver. La grippe, l'épidémie de grippe. Donc, effectivement, on va établir l'inventaire des risques. Alors, ça dépendra un peu du type de projet. Il y a des projets où on voit bien tel ou tel risque sont plus probables. Mais bon, il y en a la grippe, c'est un risque sur à peu près tous les projets. La machine, l'équipement qu'on vous livre en retard, c'est à peu près tous les projets. L'ingrédient, le composant, la matière première qui n'est pas conforme au cahier des charges demandé, c'est aussi à peu près sur tous les projets. La grève des transports. Alors, vis-à-vis de ces risques, donc disons qu'on a évidemment, on n'est jamais sûr que ce soit exhaustif, mais enfin, on a fait une liste des risques probables, raisonnablement envisageables. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ça? Comment on va les regarder, ces risques? On va les coter. Les coter, oui. Donc, on va les évaluer. Voilà, exactement. On va les évaluer de quel point de vue? Le coût, la perte que ça va représenter. Mais avant ça, on est dans le risque, donc il y a une probabilité et il y a aussi une criticité. C'est-à-dire que ces risques ils peuvent être plus ou moins graves et ils peuvent être plus ou moins probables. Donc certains risques, évidemment, c'est une estimation, c'est une évaluation subjective, mais vous allez vous demander, bon, ce risque-là, est-ce qu'il est très probable, peu probable, moyennement probable? Est-ce qu'il est grave? Est-ce que vraiment il va mettre en danger le projet? Ou est-ce qu'il n'est pas très grave? Et vous voyez que suivant le niveau de gravité du risque, en fait, vous n'allez pas le traiter pareil. Un risque
alors, vous allez chercher à définir des parades pour le risque, donc de trouver comment faire face à ce risque. Si vous pouvez éliminer le risque à faible coût, tant mieux. Si c'est plus coûteux, il va falloir vous demander, bon, est-ce que je peux le corriger plutôt que de l'éliminer? Est-ce que je peux simplement le contourner, hein, c'est-à-dire faire avec un coût raisonnable? Si c'est un risque très important, là, vous pouvez être amené à accepter un coût important pour éliminer ce risque. Donc, le coût de vos parades, vous allez les définir en fonction à la fois de la criticité, de la gravité du risque et à la fois de sa probabilité. Si un événement est très probable mais très peu grave, à ce moment-là, bon, on doit arriver à le gérer sans un coût considérable. Si c'est un événement très très grave mais très très peu probable, un risque de tsunami à Nice, vous n'allez pas le gérer. Hein. Par contre, un risque de tremblement de terre à Nice, d'une secousse sismique à Nice, si vous avez des équipements sensibles, il faut le gérer, hein, parce que ça arrive. Donc vous allez essayer d'isoler sismiquement vos équipements, vous mettre dans un bâtiment isolé sismique, ou parfois, si votre technologie est très sensible aux vibrations, vous allez être amené à faire le projet ailleurs. Et ça aura probablement un coût dans ce cas-là. Mais c'est un coût qui peut être justifié étant donné la nature du risque. Donc à chaque fois, il faut que le coût des parades soit justifié. Alors, est-ce que c'est les mêmes risques tout au long du projet? Non, en général, il y a des phases qui sont plus à risque que d'autres. Donc, il faut identifier les phases où là, il y a un risque vraiment grave, et puis les gérer avec attention. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir parfois mettre en place? Si, par exemple, j'ai un ingrédient très stratégique pour fabriquer mon produit, ou un composant très stratégique, et si le fournisseur ne me le fait pas exactement avec la formulation que je lui ai demandé, avec le cahier des charges que je lui ai demandé, eh bien, ça va me faire prendre un retard considérable. Les assurances. Il y a des assurances, effectivement. Et puis, vous allez en fait prévoir d'échantillonner le camion du fournisseur quand il arrive. Donc, vous allez prévoir de vérifier la qualité du composant, de l'ingrédient, de l'équipement quand il arrive, pour donc prévoir d'avoir des alertes que ce risque se réalise. Vous avez un risque de dérive sur votre procédé de production, que le produit aille vers une forme où il ne sera pas conforme à ce que vous souhaitez. Eh bien, il va falloir échantillonner, trouver des moyens de prélever le produit régulièrement pour vérifier qu'il est bien conforme. Ou trouver des capteurs qui vous permettent de suivre votre produit pour vérifier qu'il ne dérive pas. Donc, à chaque fois, votre produit a un risque qui vieillisse mal, vous allez mettre en place des tests de vieillissement. À chaque fois, on va mettre en place des procédures d'alerte. Et s'il y a alerte, à ce moment-là, on prévoit la mesure corrective qui est à donner. On prévoit la solution qui est à donner. Ensuite, donc on a une table des risques au départ. Est-ce que c'est la même table des risques d'un bout à l'autre du projet? Eh bien non. Hein. Une fois que l'ingrédient est livré, ça va, il est conforme à ce que vous en attendiez, le risque n'existe plus. Ou alors il n'est pas conforme, mais vous l'avez renvoyé au fournisseur, on a pris 2 semaines de retard, mais il va le refaire, ou alors on en a trouvé un autre fournisseur, donc ça y est, ce problème-là, il est réglé. Mais il y en a peut-être un autre qui arrive, parce qu'en fait, il y a un équipement qu'on attend toujours qui doit être livré, parce qu'en fait, il y a une grève des transports qui se profile, parce qu'en fait, on nous annonce une épidémie de grippe, et sur mon équipe de 5, il y en a 2 qui commencent à moucher. Voilà. Donc il ne faut pas oublier de revoir régulièrement sa table des risques, parce qu'il y en a peut-être qui apparaissent
des nouveaux. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. Et donc, comment s'y prendre au début de votre projet pour évaluer à peu près de façon raisonnable les risques qui risquent d'arriver. Où vous pouvez aller chercher de l'information. Oui. Ah oui, ça, oui, vous pouvez aller, c'est vrai, voir une institution externe. Vous pouvez aller voir des gens qui ont fait le même genre de projet que vous, par exemple, des projets qui sont un petit peu analogues, et leur demander, alors vous, comment ça s'est passé sur votre projet. Donc, allez voir des gens qui ont fait des projets qui se ressemblent un peu, voir quels bugs ils ont rencontrés. Il y a des grands groupes qui ont des services spéciaux pour archiver le déroulement des projets, et justement, donc, archiver toute une connaissance sur le déroulement du projet, les bugs qui sont arrivés, comment on les a contournés, à quel coût. Et donc ça, c'est des connaissances extrêmement utiles pour gérer les projets. Mais il y a aussi des entreprises qui, quand un projet se passe mal, se précipitent pour l'oublier très vite, sans l'analyser et sans en garder la mémoire. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, il faut bien voir que dans les projets d'innovation comme ailleurs, on apprend énormément de ces erreurs. On apprend énormément des bugs. C'est des problèmes qui vous apprennent des choses. Donc, il ne faut pas oublier d'analyser à chaque fois qu'on a fait une erreur, ce qui arrive toujours, chaque fois qu'on rencontre un problème, de l'analyser et d'en garder la mémoire. C'est une manière d'apprendre, de construire sa compétence. Voilà. Donc, allez voir des acteurs expérimentés, allez voir des gens qui ont fait la même chose que le projet que vous faites. C'est une manière de savoir de mieux en mieux gérer vos projets.